Amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur l'Intelligent TV. Plaisir de vous retrouver pour ce deuxième numéro de votre émission Aquacan. Aquacan, c'est le rendez-vous du sport, c'est le rendez-vous de l'actualité sur la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Au menu de ce numéro, le groupe à la loupe jettera son regard sur le groupe F. Le Maroc, favori de l'édition, est-il à l'abri des surprises? Avec Cécile Mobio, nous aurons les informations sur l'organisation de la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. L'Aqua-Découverte nous conduira dans la ville de San Pedro à la découverte de ces sites qui retracent l'histoire de cette ville. Et pour porter ce numéro, nous parlerons en thématique du refus de certains clubs européens à libérer des joueurs africains pour la CAN en janvier. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau Jean-Cy Adopo, notre confrère. Bonsoir Adopo, Aquaba. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir à vous, Ange Kouadio. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de cette sympathique émission qui est Aquacan. Alors, via Zoom, nous aurons tout à l'heure nos confrères de la RDC et du Maroc, à savoir Monséjou et Oumar Charabi. Ouvrons le premier sujet de ce rendez-vous, à savoir le groupe à la loupe. Le tirage au sort du 12 octobre 2023 a rassemblé dans le groupe F le Maroc, la Zambie, la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Ce groupe évoluera au sein du stade Laurent Pokou de San Pedro. Le Maroc, favori de cette édition, est-il à l'abri des surprises? Avant d'en parler sur ce plateau et avec nos confrères marocains et congolais, suivons ensemble l'analyse de Dave Abadou. Effectivement, ça va être une des équipes qu'on va suivre parce qu'évidemment, c'est le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, une des plus belles performances parce qu'en plus, ça a été fait sur un parcours incroyable, c'est-à-dire que des poules jusqu'aux demi-finales, ils ont éliminé que du lourd et moins une, ils allaient presque sortir l'équipe de France. Donc voilà, on a envie de voir cette équipe du Maroc qui maintenant est attendue par tout le monde et ça, c'est une autre position, c'est-à-dire qu'ils passent de la Coupe du Monde où ils étaient outsiders, à peu près à tous les matchs, à une compétition où ils vont être attendus comme des favoris. Et là, c'est plus la même position, c'est-à-dire qu'il va falloir, ne serait-ce que sur le terrain, créer du jeu, il va falloir assumer une pression de favoris qu'ils n'avaient pas à la Coupe du Monde. Et on a envie de voir quel est le développement de cette équipe. Est-ce que c'était juste une équipe d'outsiders? Moi, je pense pas. Je pense que quand je vois l'équipe, elle est vraiment très très forte, cette équipe du Maroc. Et on a l'impression qu'ils sont encore renforcés par rapport à l'an dernier au Qatar. Et moi, ce que je pense, c'est que cette équipe, eh ben, elle va être très attendue et ça va être passionnant à observer. Mais en plus, dans le contexte d'une équipe du Maghreb, en Afrique subsaharienne, on sait qu'il y a très très peu d'équipes qui arrivent à réussir ce genre de pari. On va voir si le Maroc, qui est le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, peut relever ce challenge. Franchement. Merci à notre confrère Dave Abadou qui, de passage en Côte d'Ivoire, a bien voulu se prononcer sur ce sujet. Alors, Jean-Cy Adopo, qu'est-ce que vous pensez de ce que notre confrère a dit? À l'écouter, notre confrère Dave de France Football, de passage à Abidjan justement, est dans la logique, dans la mesure où le Maroc, après avoir démontré à la face de la planète football qu'elle a l'étoffe du grand représentant, du digne représentant du football africain, le Maroc part largement favori au sein de ce groupe F-là. Et après le Maroc, on a deux équipes qui ont été champions d'Afrique comme le Maroc, à savoir la Zambie et la RDC. Donc les surprises, il y en aura pas mal qui attendent sur la route des Marocains. Alors, il a parlé d'assumer la pression de favori. Est-ce que être favori, c'est vraiment une pression, hein? Absolument, Ange Kouadio. Le favori d'un groupe au niveau de la CAN requiert véritablement et forcément une forte pression. Donc au Maroc maintenant de démontrer, comme je dis, à la face de toute la planète football, donc principalement, particulièrement de l'Afrique, que le Maroc a cette étiquette-là et mieux, le Maroc est obligé de démontrer que sa place de demi-finaliste au mondial n'a pas été usurpée. Alors, à la Coupe du Monde, le Maroc était outsider. Ici, pour la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire, le Maroc, pas favori. Le jour et la nuit, est-ce que c'est la même compétition? Est-ce qu'on peut dire véritablement que le Maroc peut être favori de cette édition? Et pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, le Maroc fait partie des 5 favoris de cette compétition-là. Maintenant, au mondial, c'était un autre fait. Là-bas, le Maroc était outsider, méconnu. Donc, beaucoup n'avaient pas les yeux rivés sur ce pays-là. Mais en Afrique,
Le Maroc, après ce que le Maroc a démontré à la phase finale du mondial au Qatar en décembre 2022, le Maroc part largement favori de son groupe. Et à partir de là, le Maroc sera surveillé comme du lait sur le feu. Et là, la Zambie, que ce soit la Zambie, la Tanzanie ou la RDC, aucune de ces trois équipes-là ne voudra, n'est-ce pas, laisser la possibilité au Maroc de marcher sur chacune d'elles. Donc le Maroc aura cette forte pression. Mais au-delà de cette forte pression, le Maroc aura aussi la pression de son peuple, de ses supporters qui ne voudront pas que le Maroc se loupe et que le Maroc ne finisse pas premier de sa poule. Alors, vous le dites si bien, donc à vous entendre, le Maroc est à l'abri de toute surprise. Ben, pas forcément. C'est vrai que le Maroc a les individualités fortes en son sein. Le Maroc a l'expérience de l'encadrement technique qui est dirigé par Walid Regragui, qui a fait ses preuves. Le Maroc, c'est un gros morceau. Le Maroc a de grands noms à son niveau. Mais la surprise, il y en aura parce que même le Brésil a toujours eu des surprises. Le Brésil qui a une référence à la matière, y compris le champion en titre qui vient de se faire connaître, qui est l'Argentine. Il n'y a pas une compétition au monde, quelle que soit la nature de l'événement footballistique ou sportif, il n'y a pas une compétition qui n'a pas de surprise. Donc le Maroc ne peut pas être à l'abri de surprise. Maintenant, quitte au Maroc, vu son expérience énorme, de prouver à ses trois concurrents ou à ses trois équipes rivales que le Maroc pourra s'en sortir. Maintenant, à eux de savoir mettre à profit leur stratégie, leur mental, leurs conditions physiques et tout ce qui s'ensuit. Donc, les surprises, il y en aura sur le chemin du Maroc. Au Maroc, maintenant, de s'en servir ou de savoir, n'est-ce pas, s'en extirper. Et puis maintenant, prouver au monde qu'elle mérite l'étiquette de demi-finaliste de la Coupe du Monde. Alors, je retraçais un peu le parcours du Maroc sur les dernières compétitions, à savoir la CAN, les CAN qui se sont jouées. Alors, lors de la CAN au Cameroun, le Maroc est sorti en quart de finale. Le Maroc avait été éliminé par l'Égypte. En 2019, en Égypte, le Maroc est sorti en huitième de finale. Le Maroc est tombé face à cette équipe du Bénin, tir au but. En 2017, le Maroc est sorti en quart de finale, éliminé par l'Égypte. Et en 2013, également, huitième de finale. Quand on regarde le parcours du Maroc sur ces années-là, on voit que le Maroc a du mal à atteindre le carré. Ben, Ange Kouadio, je suis d'accord avec vous. C'est une équipe qui a été, n'est-ce pas, constante dans ses performances, on peut le dire. Mais depuis lors, le Maroc a pris de l'expérience. Le Maroc a un entraîneur qui maîtrise les réalités en Afrique. Et le Maroc a des joueurs possibles de pouvoir prouver qu'ils ont changé, n'est-ce pas, de statut. Alors, à partir duquel, après la Coupe du Monde, vu ce que le Maroc a montré à la face de la terre entière, le Maroc est obligé de prouver qu'ils peuvent facilement atteindre les quarts de finale et les demi-finales. Et en ce sens-là, moi, je suis convaincu que le Maroc pourra s'en sortir, surtout que dans sa poule, le Maroc va rivaliser avec trois différents styles de jeu. Et à partir de là, l'expérience que Achraf Hakimi et ses coéquipiers ont amassé durant tout le parcours mondial et même des éliminatoires, le Maroc a véritablement la pression de pouvoir, n'est-ce pas, atteindre au moins les demi-finales, quitte à démontrer qu'ils sont devenus maintenant, ils ont atteint un certain niveau sur le continent. Il y a eu des CAN qu'on a suivis où le favori est sorti au premier tour. J'ai le souvenir de l'Algérie au Cameroun. Le Maroc n'est pas à l'abri de cela. Je suis d'accord avec vous sur ce principe et sur ce point-là. Mais, comme je le dis, quand on revoit un peu le niveau de jeu de chaque individualité, et surtout de l'entraîneur qui s'y connaît parce qu'il a été d'abord grand joueur, ensuite il a fait ses preuves à la tête du Wydad Athletic Club de Casablanca, donc qui maîtrise l'environnement africain, qui maîtrise aussi le coaching, il a l'expérience, il a du vécu, et avec lui, ces joueurs pourront s'en sortir. Donc moi je me dis que il y a 2 ans ou il y a 3 ans au Cameroun, le Maroc effectivement a été victime certainement de son optimisme. Maintenant aujourd'hui, vu les différentes expériences, et vu son parcours, vu l'étiquette que le Maroc, n'est-ce pas, s'est abrogé, donc c'est normal et c'est logique que le Maroc puisse, n'est-ce pas, atteindre un certain niveau. Et moi, je me dis, le moindre mal, ce sera les demi-finales. Et j'en suis convaincu. Certains observateurs disent que le Maroc a du mal à dérouler son jeu quand il s'agit de compétition dans les pays sud-sahariens. Ben, certainement qu'ils ont leur raison. Mais pour ce que j'ai vu la dernière fois dans ce match de grandeur nature, ce test contre les Ivoiriens, Walid Regragui l'a dit, il a dit que l'Afrique a ses réalités, la CAN c'est un esprit,
Et lui, il a fallu, n'est-ce pas, rivaliser avec une forte équipe des éléphants pour, n'est-ce pas, s'imprégner de ces réalités et de pouvoir, n'est-ce pas, épouser l'esprit de la CAN. Mais il pense qu'après ce qu'il a démontré à l'Afrique entière en remportant la Ligue des champions sur le banc du WAC, et après ce qu'il a connu, il a traversé, il a, je veux dire, survolé au mondial, je pense qu'avec lui, le Maroc pourra, n'est-ce pas, atteindre ce que le roi ou la famille royale, ou même le peuple, qui sont les vrais supporters, lui impose, à savoir au moins les demi-finales. Maintenant, comme vous le dites, Ange Kouadio, quand on revoit un peu la rétrospective de leur parcours dans les différents CAN jusqu'à descendre jusqu'en 2003 en Afrique du Sud, je pense que le Maroc a suffisamment l'expérience que ce soit collectif, qui a le mental, et maintenant les conditions climatiques s'y prépareront et le Maroc pourra, n'est-ce pas, faire partie du carré d'as. Alors, il y a également la République démocratique du Congo, équipe absente lors de la dernière CAN. Elle revient avec des ambitions. Selon les informations en ma possession, l'équipe ira se préparer en Arabie Saoudite et aura 2 matchs amicaux, le Nigeria et le Burkina. Ben, à y voir l'équipe ou le statut de la RD Congo, qui est aussi une ancienne championne d'Afrique, si on peut le dire, où le pays était un ancien champion d'Afrique. Moi, je pense que c'est une équipe qui est en reconstruction. Florent Bengue a fait ses preuves pendant longtemps, il n'est plus là. C'est un nouveau coach qui est là, je pense que c'est un Européen. Mais avec cette équipe faite de combinaisons de jeunes et d'anciens, bon, maintenant, tout dépendra d'eux. S'ils ne sont pas tombés dans les travées, comme on le sait, généralement, la condition physique, comment on appelle ça, les clans entre eux, je pense que si ce n'est pas mis à jour, la RDC pourra aussi vraiment créer la surprise. Maintenant, c'est à eux de savoir s'unir, savoir être solidaires et penser au drapeau national. Sinon, ils pourront aussi peut-être avoisiner, se qualifier pour les 8e de finale. Maintenant, tout dépendra d'eux-mêmes. D'accord, je rappelle que nous attendons nos 2 confrères de la RDC et du Maroc qui nous rejoindront certainement tout à l'heure pour la suite de cette émission. Alors, Jean-Sia Depo, les confrontations entre Marocains et Congolais, il y en a eu 5 selon les recherches. Une victoire pour le Maroc, une victoire pour la RDC et 3 nuls. La victoire pour la RDC date de 2017, c'était à la CAN au Gabon. Et la victoire pour le Maroc date de 2022 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Ces 2 équipes se tiennent. Naturellement, quand on regarde les statistiques de leur dernière rencontre, c'est du 50-50. Mais aujourd'hui, après ce que le Maroc a démontré, comme vous l'avez dit, si bien dit, à la CAN 2022 au Cameroun, je ne pense pas que le Maroc, n'est-ce pas, puisse être cette équipe dubitative ou faite de questions, je veux dire, d'a priori. Le Maroc, aujourd'hui, c'est un gros morceau. Et déjà, affronter le Maroc, vraiment, il y a le complexe, certes, du demi-finaliste à affronter, de la Coupe du Monde. Mais, comme je le dis, la CAN a ses réalités parce que la CAN se joue en Afrique. Il y a les conditions, il y a, n'est-ce pas, l'aspect ou l'environnement même. Mais en même temps, il y a tout ce qui s'ensuit comme package. Et je pense que le Maroc a pu, n'est-ce pas, appréhender tout cela. Et avec sa force et avec son étiquette de demi-finaliste de la Coupe du Monde, face à une équipe en reconstruction de la RDC, le Maroc pourra certainement s'en sortir. Alors, j'ai également les confrontations entre la Zambie et le Maroc. 4 matchs amicaux, 2 victoires pour le Maroc, 1 match nul et 1 victoire pour la Zambie. Mais la Zambie est une habituée de la CAN en Afrique. La Zambie, c'est aussi un morceau qui est très redoutable avec son jeu physique, fait de petites touches, mais en même temps avec un alliage tactique solide. Le Maroc, je pense, face à la Zambie, ça sera du 50-50, quoique le Maroc ait, n'est-ce pas, dominé la Zambie lors des dernières confrontations amicales. Mais la Zambie ne viendra pas en victime résignée ici dans la poule F. La Zambie voudra aussi démontrer à la face de l'Afrique qu'elle a du talent en revente et mieux, elle a l'expertise pour pouvoir contrecarrer ces demi-finalistes-là. Donc, ça sera une rencontre âprement disputée et je pense que ça se joue encore aussi sur les détails. Justement, parlant de la Zambie, c'est une équipe qui monte en puissance. Elle a démontré chez elle à Ndola en battant l'équipe de la Côte d'Ivoire 3-0. Et aujourd'hui, avec son entraîneur, cette équipe est en train de montrer qu'elle ne vient pas, comme vous le dites, en victime résignée ici. Elle a remporté même la CAN 2012. Mais écoutez, Ange Kouadio, la Zambie sera, n'est-ce pas, je veux dire, l'adversaire le plus redoutable du Maroc. Parce qu'avec la Zambie,
ça sera vraiment du costaud dans les confrontations. Déjà, la Zambie voudra, n'est-ce pas, marquer son territoire. Maintenant, quitte au Maroc, de pouvoir, n'est-ce pas, se mettre dans le bain face à une équipe dont le jeu n'est pas trop connu des Marocains, quand bien même ils les ont battus en match amical. Mais la Zambie, comme vous l'avez dit, qui est un ancien champion d'Afrique, qui a été doublement présente dans le dernier carré, si on veut voir les 10 dernières éditions. Donc, l'étiquette de la Zambie fait partie certainement de favoris au sein du groupe, mais en même temps, elle sera quand même l'équipe difficile à manœuvrer quand on sait qu'elle est considérée aussi d'individualités fortes qui sévissent dans les différents championnats en Europe. Je vais parler de Patson Daka, qui est le leader technique de cette équipe zambienne-là. Donc, face au Maroc, à la défense marocaine de pouvoir se prendre, parce que la Zambie, en étreignant la Côte d'Ivoire 3-0 à domicile en Doula, ça ne sera pas un morceau facile à manœuvrer. Alors, Jean-Sia Adopo, à vous entendre, votre analyse montre que le Maroc pas super favori, même en finale. Non, ça sera trop dit. M'avancer sur ce chemin-là sera... Je ne suis pas Dieu, donc je n'ai aucune prétention. Mais je vais dire que le Maroc aura fort à faire face à des équipes qui ont différents styles de jeu. La Tanzanie n'est pas à négliger. On sait que c'est aussi une équipe qui monte en puissance et puis qui s'est installée quand même dans les fortes têtes au niveau de sa zone régionale. La Tanzanie avec Ali Mouata pourra aussi faire pas mal de misère au Maroc, voire même la Zambie, puisque au plan régional, les deux se croisent pas mal souvent dans la COSAFA Cup. Donc la Zambie aura aussi son mot à dire. La RDC, qui ne vient pas en victime résignée, voudra aussi démontrer à la face de la terre entière qu'elle peut aussi rivaliser avec les meilleurs, dont le Maroc en est un exemple. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, je suis d'accord avec la thématique sur les surprises à attendre le Maroc. Il y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup et c'est au Maroc de pouvoir, n'est-ce pas, s'en décider. Et si la surprise de ce groupe venait de la Tanzanie? Ben écoutez, Hans Kwadjo, je m'alignerai certainement, mais pas à 100%, je m'alignerai à 42%. Parce que quand on sait que l'expérience aussi, l'assiduité, la régularité dans les phases finales ont aussi leur prépondérance, n'est-ce pas, sur chaque équipe. Donc la Zambie, si elle n'est pas si elle n'est pas amoindrie par le complexe d'infériorité, saura quand même être aussi très difficile, n'est-ce pas, à dompter. Ah, donc la surprise peut venir de la Tanzanie? Bien sûr, comme la RDC, comme la Zambie. Le Maroc sait que ce ne sera pas une poule facile, quand bien même les noms ne lui disent absolument rien à part la Zambie. Mais je pense que le Maroc doit vraiment se mettre à l'ouvrage, se mettre dans les conditions optimales, se mettre dans toutes les dispositions pour pouvoir vraiment prétendre à être premier de sa poule. Alors, merci beaucoup Jean-Sia Adopo. Je rappelle que nous attendons d'un moment à l'autre nos confrères de la RDC et du Maroc qui nous rejoindront certainement tout à l'heure pour la suite de l'émission. C'est ici que nous refermons ce chapitre consacré au groupe F. Abordons ensemble la question de la semaine. Odilon Kosonou et plusieurs de ses coéquipiers africains pourraient ne pas prendre part à la CAN de l'hospitalité, du moins si l'on s'en tient à la récente déclaration du président du Bayern Leverkusen de maintenir ses joueurs durant la période de la CAN. Cette déclaration remet à jour le refus de certains clubs européens de libérer les joueurs africains pendant la période de la CAN en janvier. Pourquoi, en dépit de la réglementation de la FIFA, ces clubs s'obstinent à maintenir ces joueurs? On en parle tout à l'heure, mais suivons la réponse de Dave Abadou, notre confrère de France Football. Les déclarations du Bayer Leverkusen, je n'ai pas particulièrement suivi le dossier, mais si ce que vous me dites est juste, c'est quelque chose qui va contre l'histoire. C'est-à-dire que là, on a l'impression que le Bayer Leverkusen, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le note particulièrement, c'est qu'aujourd'hui, dans le concert du foot européen, il n'y a pas un grand club qui, au moins à voix haute, ose dire oh, cette CAN, on n'en peut plus, on ne va pas libérer les joueurs. Il n'y en a aucun. Et il n'y a pas un grand joueur, globalement, qui a osé, qui a dit ouais, je vais peut-être esquiver parce qu'on ne sait jamais ma place. Je crois qu'aujourd'hui, le Bayer Leverkusen et peut-être les quelques clubs, je ne sais pas combien il y en a exactement, qui affichent leur refus de libérer les joueurs. Ils n'ont pas la loi avec eux, donc déjà c'est une position de principe qui est assez absurde. Et deux, c'est surtout une position qui est anachronique, c'est-à-dire que ça ne va pas du tout dans le sens de l'histoire, c'est quelque chose de rétrograde, c'était quelque chose que des clubs pouvaient faire il y a, je l'ai dit, il y a 15-20 ans, c'était pas plus acceptable, mais on a l'impression que, bon, il y en avait beaucoup qui le faisaient. Aujourd'hui, il y en a quasiment plus qui osent le faire, il y en a peut-être même quasiment plus qui osent vraiment le penser, voilà, même si ça les embête, généralement les gros clubs
clubs ont des gros effectifs, généralement c'est pas si embêtant que ça. Ils peuvent survivre à 3-4 journées de championnat sans un joueur. Comment ils font quand ils sont blessés? Ils doivent bien se débrouiller. Donc voilà, donc je comprends l'idée de ouais, on les paye, etc. Mais il n'empêche que la valeur du joueur, elle vient aussi du fait que c'est un joueur international. Ils préféreraient prendre des joueurs non sélectionnés. Ils ont qu'à le prendre. Hein. Ils ont qu'à prendre des joueurs non sélectionnés. Mais ce sont des joueurs qui sont moins forts que ceux qui sont sélectionnés. À un moment, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir la qualité et ne pas payer la contrepartie qui est la participation à cette superbe compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations et qui, à mon avis, celle qui se profile là en janvier, va être peut-être la plus relevée de l'histoire. Alors, Jean-Cyr Depeau, vous avez suivi le développement de cette affaire Bayer Leverkusen? Alors, je dirais déjà, c'est une préoccupation qui dure depuis longtemps. Comme on dirait, elle peut être un griffe éternel parce que généralement, quand les clubs européens employeurs voient que la CAN approche, ils rentrent en même temps dans tout leur gong. Ils se plaignent parce que leurs meilleurs joueurs africains iront passer près d'un mois, n'est-ce pas, loin de leur base, donc d'Europe, en Afrique. Et ils voient un peu qu'ils sont en train de perdre pas mal de situations, n'est-ce pas, de terminer soit champion ou vainqueur de la Coupe. Et c'est le cas du Bayer Leverkusen. Le président se plaint parce qu'aujourd'hui, depuis, je crois, 10 journées, il maintient la cadence. Il est leader du championnat d'Allemagne devant le Bayern, qui est un ogre. Alors lui voit ces pépites africaines, dont Odilon, l'Ivoirien Odilon, où je crois il y a Guirassy, qui vont partir à la CAN, donc il se sent lésé et pour lui, il faut que déjà il crie à la force de la FIFA ou de la CAF ou de l'UEFA pour dire qu'il faut forcément empêcher, n'est-ce pas, ces pépites africaines de regagner le continent noir parce que pour lui, il y a bon à prendre en ce moment avec son club. Est-ce qu'au-delà de vouloir maintenir ces joueurs pendant la période de la CAN, c'est le débat autour de l'organisation de la CAN en janvier qui est soulevé à nouveau? Ben écoutez, Ange Kouadio, ce débat-là, il a fait pignon sur rue pendant de très longues années parce qu'on le sait, l'UEFA a voulu imposer, avec le soutien de la FIFA, a voulu imposer à la CAF une périodicité qui n'arrangeait pas justement les pays africains qui y participaient. Et donc la CAF s'est sentie, je le dis, lésée. Mais par la suite, après avoir ramené la CAN à compte courant selon leurs vœux, ils ont compris que l'idéal, c'était que la CAN se joue en automne, donc en janvier. Donc aujourd'hui, ils sont pris devant les faits, ils sont obligés de s'y atteler et c'est du bon bénéfice pour la CAF. Maintenant, qu'est-ce que gagnent les clubs? Comme l'a dit notre confrère Dave, qui était de passage justement dans vos locaux ici, quitte aux clubs européens, n'est-ce pas, d'avoir une fourniture assez dense au niveau de leur effectif, et donc que le banc soit riche et étoffé, et que l'équipe, l'ossature, je veux dire titulaire, soit aussi étoffée et talentueuse. À partir de là, si les talents africains doivent obligatoirement aller jouer la CAN, mais quitte au club maintenant de pouvoir s'en sortir avec un banc étoffé. Donc moi je pense que le cri de cœur, ou je veux dire le désarroi du président de Leverkusen, c'est certainement une petite goutte d'eau dans la mer, puisque les grands clubs, quand on sait le Real, le Barça, le Bayern, United, Chelsea, etc., ne sont pas rentrés dans la même dynamique que celui du Leverkusen. Donc je pense que la CAF voudra certainement accepter, mais si la FIFA n'en fait pas un cas grandiose, puisque ça ne rentre pas dans ces fenêtres FIFA, donc je veux dire ces fenêtres internationales, bon, les clubs sont obligés de crier à U et à Dia, mais je dirais que les sélections africaines ont l'obligation, n'est-ce pas, de recueillir ou bien de prendre tous leurs meilleurs joueurs. Justement, vous parlez de calendrier FIFA. La CAN rentre dans le calendrier FIFA. On le sait, mais la FIFA n'en fait pas une fixation. La preuve en est que dernièrement, Gianni Infantino, l'Italien suisse président de la FIFA, a exigé, n'est-ce pas, aux différentes fédérations nationales de pouvoir donner le nom ou les sélectionner, les 27, pour qu'eux puissent prendre, n'est-ce pas, c'est des directives, pour qu'eux puissent prendre, n'est-ce pas, leurs responsabilités, de sorte que les clubs soient vite informés, afin que si tel joueur a été sélectionné par sa sélection, ne puisse pas, n'est-ce pas, rester dans son club. Et à partir de là, la FIFA donne certainement la légitimité aux sélections nationales de pouvoir prendre autant de joueurs qu'ils voudront, selon leurs qualités, selon leurs talents. Je rappelle que chaque fédération a jusqu'au 17 décembre pour envoyer la convocation à ses joueurs, faute de quoi les clubs seront en droit et en raison de ne pas laisser les joueurs partir. Ben, c'est une forme de pression, c'est une forte pression que la FIFA met sur la CAF, et la CAF qui est regardante du côté des différentes sélections nationales dont les pays justement sont qualifiés pour ces 4-20-23 en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que le fait de leur donner ce temps-là permet à chaque sélection
de pouvoir justement rentrer dans une forme de doléance de la FIFA. Maintenant, est-ce que, comme on le dit, les différentes sélections pourraient être dans le temps? Si elles ne sont pas dans le temps, là, maintenant, elles donnent la responsabilité aux clubs, aux différents clubs européens, employeurs, de bloquer leur talent africain. Mais je pense que les pays africains voudront, n'est-ce pas, respecter la directive de la FIFA. Maintenant, on attend de voir. Qu'est-ce qui pourrait bloquer les sélections à communiquer cette liste de joueurs bien élargie? Je rappelle que c'est 55 noms de joueurs convoqués. Ben, a priori, il n'y aura pas un blocage. Maintenant, je ne sais pas si certains sélectionneurs voudront, n'est-ce pas, attendre encore jusqu'au 16 pour pouvoir donner cette présélection de 55 joueurs, mais a priori, ils ont tout le temps. Et je pense qu'ils pourront, n'est-ce pas, permettre aussi bien à la FIFA et à la CAF, même aux clubs européens, de pouvoir être en phase. Et c'est bien parti, je pense. J'aimerais bien avoir votre avis sur le nombre de joueurs retenus de façon finale. Pendant la période Covid, on est allé à un nombre bien au-delà de 23. On est en période maintenant normale et on est à 27. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben déjà, à l'évidence, ça donne la part belle à pas mal de joueurs de pouvoir, n'est-ce pas, prétendre à être sélectionnés. De 23, on va à 27 joueurs, c'est encore une chance pour pas mal de joueurs. Et je pense que les sélectionneurs, chaque sélectionneur voudra, n'est-ce pas, avoir le maximum de talent à leur guise, de sorte qu'à pouvoir, n'est-ce pas, prétendre à arriver très loin dans cette cadre-là. C'est une bonne chose, c'est une bonne initiative et elle est à prendre au sérieux, elle est à approuver, pardon. Et je pense que dans des joueurs, dans certains pays comme en Côte d'Ivoire, il y a des joueurs qui pourront aisément frapper à cette sélection-là puisque c'est monté de 23 à 27. Est-ce que ça ne posera pas de problème après? Je joue, je ne suis pas sur la liste, je ne joue pas, ou bien il faut forcément figurer sur la liste des 23, ben écoutez, des 27 du moins. Je vous comprends aisément, mais je pense que déjà à figurer parmi les 27 sélectionnés pour cette CAN-là, c'est déjà une grande première. Bon, je prends exemple, par exemple, en Côte d'Ivoire, si un joueur trentenaire comme Gervinho, qui est sans club et qui s'entraîne d'après lui et qui veut forcément prendre part à cette CAN à domicile, l'appeler, même s'il joue quelques bouts de match, c'est déjà bénéfique pour lui, parce que pour lui, l'objectif, c'est de finir sa carrière à travers cette CAN-là. Mais je pense que les coachs ont tout à bénéficier, n'est-ce pas, de cette proposition de la FIFA et de la CAF, puisqu'ils travaillent en binôme. Et c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose et les coachs pourront en profiter. D'accord, vous avez parlé tout à l'heure de Gervinho. Donc, le débat, ça fait débat depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Gervinho est-il sélectionnable aujourd'hui? À mon niveau, il peut. Gervinho a encore sa place. Même s'il joue des petits bouts de match, il pourra apporter son vécu un plus. Surtout que la Côte d'Ivoire manque d'un ailier percutant et expérimenté qui connaît bien l'esprit de la CAN et qui a été lui aussi champion en 2015 en Guinée équatoriale. L'apport de Gervinho est préjudiciable et elle serait indispensable aux éléphants. Je pense que ce n'est pas le débat, le sujet du jour, mais on a Adingra qui est sur le côté. Il y a Nicolas Pepe également, qui, bon, bien vrai qu'il soit blessé, et certains pour cette CAN qui sont là. C'est la génération, la nouvelle génération. Tout à fait. Leurs places sont bienvenues. Je veux dire, la sélection de Simon Adingra qui fait des merveilles depuis la Belgique et aujourd'hui en Angleterre. Mais à lui mettre sur un même plateau, Simon Adingra et Gervinho, il y a pas mal d'Ivoiriens qui miseront sur Gervinho. À cause justement de sa percussion, sa vivacité, son expérience. Et puis surtout que pour lui, ce serait un très bel au revoir. Espérons qu'aucun joueur convoqué pour la CAN ne sera retenu par son club pour la grande messe du football ici, en Côte d'Ivoire. La CAN, c'est le foot. La CAN en Côte d'Ivoire, c'est également la découverte des beaux sites touristiques en Côte d'Ivoire. Et je vous invite maintenant à suivre la beauté de la ville de San Pedro à travers ce reportage. Ville portuaire et balnéaire, la capitale de la région du Bas-Sassandra dispose de richesses touristiques qui ne passeront pas inaperçues à la faveur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Si les belles plages de San Pedro attirent plus d'un visiteur, c'est bien certainement en raison du Rocher des Amoureux, situé dans le quartier résidentiel Balmer. Le Rocher des Amoureux est un site touristique mythique
de la ville de San Pedro. Il existe une légende urbaine faisant état d'une histoire d'amour se rattachant au rocher. Sur où on parle de l'amour, viens faire tes vœux d'amour. Plusieurs monuments dans la ville expliquent l'histoire de la ville de San Pedro. Il s'agit entre autres du pilier, du tétrapode, des vertiges du train. Ces monuments sont les symboles de la ville. Nous avons pu observer le tétrapode. Le tétrapode, c'est celui qui a été jeté dans la mer auparavant pour freiner l'avancée de la mer. Ensuite, nous sommes rendus au rond-point de la Rotary où on a pu observer deux monuments. Le premier, c'était le pilier. Le pilier, c'est la maquette de la ville conçue par San Pedro telle que pensée par le président Félix Houphouët-Boigny. À côté du pilier, nous avons pu observer les vestiges du train. Et il a été mis là exprès. En réalité, la ville était traversée avant par un chemin de fer qui servait au transport des billes de bois. C'est la seule preuve qu'auparavant ici, il y avait le chemin de fer des Ivoires. Alors ce monument-là, il est unique. Nous ne le verrons nulle part ailleurs, tout simplement parce que c'est San Pedro, c'est la marque même de San Pedro. Et le rond-point des Ivoires parce que auparavant la région était traversée par les éléphants. Le monument de la paix, tel que pensé par le président Félix Houphouët-Boigny, vous voyez, il y a le bélier qui est là, qui est la marque de la paix, le bélier. Au-dessus, vous allez voir un soleil, le soleil, qui donne l'ouverture de San Pedro il y en a le port et la mer. La réputation de cette ville s'est aussi écrite avec la qualité de son réceptif hôtelier, avec des hôtels qui offrent un cadre propice pour une balade touristique. À Eden Rock Ivoire se trouve un mini-parc animalier. Au sein de ce mini-parc animalier, l'on trouve des singes, des tortues, des varans et bien d'autres animaux. Quand on dit Eden Rock Ivoire, Eden c'est le jardin, et quand on parle d'Eden c'est biblique. Dans le jardin d'Eden, il y a tout. Il y a tout. Donc Eden, ça renferme tout ce qui est naturel d'abord. Et le roc, c'est le rocher qui est là aussi. Ivoire, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait le nom Eden Rock Ivoire. Voilà, donc le côté penchant sur les animaux, c'est le côté Eden. Voilà. Vous voyez, l'aspect de Eden Rock, c'est un coin naturel. On a mis le parc animalier, tout ça là, avec le lac au Cap Coy, pour ne pas que le client en chambre s'ennuie. Pour cette 34e édition de la CAN, la Direction régionale du tourisme veut faire de San Pedro la destination privilégiée des visiteurs de la Côte d'Ivoire. Doit visiter San Pedro. D'ailleurs, je demande que tout le monde pour la CAN décide de venir visiter San Pedro parce que nous avons plusieurs types de curiosités à leur présenter. Ils veulent loger en bordure de mer, en pleine forêt. Vous avez des écologes. Pour ceux qui veulent loger dans le luxe occidental, vous en avez à San Pedro ville. Et donc, en tout cas, on a toute une panoplie de raisons pour venir à San Pedro, pour visiter les baies. Et les baies de la Côte d'Ivoire, c'est dans la région de San Pedro. Je peux seulement dire que tous ceux qui viendront à San Pedro seront les bienvenus. Ils seront les plus heureux. Parce que nous avons de très beaux sites et des sites naturels, des sites historiques, des sites culturels. Donc ils ne vont pas s'ennuyer quand ils viendront à San Pedro. Que ce soit des plages, nous avons des plages, nous avons des baies. Nous avons des cascades ici aussi à San Pedro. Donc tous les visiteurs de la CAN qui viendront à San Pedro seront les plus chauds. Alors Jean-Cy Adepo, que vous inspire ce reportage sur la ville de San Pedro? Ben écoutez, Ange, déjà c'est à saluer, c'est une très belle initiative. Moi-même, je suis tombé des nues parce que ça m'a démontré qu'il y a un hôtel là-bas du nom de Eden Rock qui a en même temps un parc animalier. C'est une grande première pour moi, mais ça sera aussi une grande première pour tous les téléspectateurs parce que San Pedro, c'est aussi une station balnéaire qui sait attirer du beau monde. Alors, ici à Aquacan, c'est vrai, on parle de foot, on parle de tourisme. Alors, pour vous, est-ce que le foot doit être foot? Est-ce qu'il faut allier foot et tourisme? Ben, la deuxième thèse est la plus solvable parce qu'on ne va pas se concentrer à tous les matchs 90 minutes et plus et puis maintenant rentrer en chambre, se recroqueviller. Il faut vraiment se distraire, il faut vraiment
se détendre, n'est-ce pas, comment on appelle les muscles. Il faut vraiment vivre dans une ambiance quand même de fête, de carnaval. Et San Pedro, tout y est. Tout y est à San Pedro et San Pedro est vraiment prêt pour la fête. Alors vous serez à San Pedro, ce reportage vous donne l'envie de retrouver San Pedro? Absolument, absolument. Ange Kouadio, ça me donne un peu de délice, n'est-ce pas? Ça me donne de délice d'y être, mais je pense que San Pedro, quand même, a été choisi pour, comme l'a dit la directrice du tourisme régional, San Pedro a été choisi pour ses sites touristiques et San Pedro en regorge autant. Et ça mérite vraiment d'y faire le détour. Et je pense que je pourrais quand même aller suivre quand même 2 matchs pour pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier de toutes ces curiosités touristiques-là aussi. D'accord. Je rappelle aux téléspectateurs et téléspectatrices que nous attendions nos confrères de la RDC et du Maroc, mais malheureusement, ils ne nous ont pas rejoints. Nous continuons notre émission. Aquacan vous livre des informations autour de l'organisation de la 34e édition de la CAN en 2023. Place maintenant aux échos de la CAN avec Cécile Mobio. Démarrons ces news avec les éléphants. C'est à San Pedro que les éléphants effectueront le stage de préparation de 2 semaines pour la CAN 2023. Le choix de la ville portuaire et balnéaire se veut symbolique. En effet, comme en 1992, la Côte d'Ivoire a effectué sa préparation à San Pedro, la Fédération ivoirienne de football veut ainsi reproduire le même schéma. Les éléphants s'installent à la Maison Palmier. Au terme de la préparation à San Pedro, Jean-Louis Gasset et son groupe ne poseront pas leurs valises au Radisson Blu, comme il est de coutume. Pour la CAN, à domicile, la Fédération ivoirienne de football, FIF, a choisi l'hôtel-boutique dénommé la Maison Palmier. Il est situé au cœur du quartier des 2 Plateaux à Cocody. C'est donc dans la commune de Cocody que les éléphants établissent leur quartier général durant la compétition. Nicolas Pepe, incertain pour la CAN 2023, sorti sur blessure musculaire mardi 22 novembre 2023 lors d'un match du championnat de Turquie. Les chances de participation de Nicolas Pepe à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, deviennent de plus en plus minces. Dans une déclaration de son club, Trabzonspor, ce lundi 4 décembre 2023, le club turc a indiqué que Pepe souffrait d'une blessure musculaire au groupe ischio-jambier de la cuisse droite. Le traitement du joueur a déjà commencé, mais la date de son retour n'a pas été communiquée. Nicolas Pepe pourrait manquer la CAN en Côte d'Ivoire. 6000 volontaires seront recrutés par le COCAN. Pour son 2e rendez-vous hebdomadaire avec la presse, le COCAN a échangé autour du programme volontaire bénévole. Il ressort de ces échanges que 20 000 bénévoles seront recrutés pour la CAN de l'hospitalité. En ce qui concerne les volontaires, ils seront au nombre de 6 000, dont une centaine viendront de 21 pays africains et européens. La procédure d'achat groupé de billets des matchs, cette vente en ligne concerne uniquement les entreprises, les institutions et les associations. Alors Jean Siadopo, les éléphants à San Pedro pour la préparation, cela vous inspire quoi? Ça m'inspire tout simplement que la Côte d'Ivoire est nostalgique de ce qui s'est passé comme trajectoire rectiligne qui a abouti justement au premier sac des Ivoiriens en 92 au Sénégal. Donc naturellement, le président de la FIF, qui est premier vice-président du COCAN, a certainement joué là-dessus, mais je pense que c'est de bon augure parce que à marcher sur le chemin de ces années glorieux, ça peut toujours ouvrir des portes et je pense que les éléphants, ils ont fait le bon choix. À marcher sur les chemins glorieux, on aurait pu aller à Abu Dhabi également. Parce qu'en 2015, nous y étions. Oui, tout à fait. Mais comme le président Yassine Idriss Diallo faisait partie de l'équipe dirigeante à l'époque aussi de l'épopée glorieuse, la première du genre de l'histoire du football africain en 92, donc il a trouvé naturellement que, bon, écoute, il faut qu'on ouvre la brèche et la brèche passe par San Pedro. Les éléphants résideront à la Maison Palmier, en centre-ville, plein centre-ville. Est-ce que c'est un cadre propice pour une bonne préparation pendant la compétition? Écoutez, s'ils y ont pensé, c'est parce qu'ils savent vraiment que les arguments s'y prêtent. Donc, je pense que le comité organisationnel autour des éléphants, l'environnement même, ces personnes, ces responsables-là ont cette maturité, ont cette expérience-là. Donc, leur choix est certainement
comment je vais dire, vérifiable, et puis ça peut leur porter ses fruits là. Donc, à eux maintenant de savoir ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'ailleurs, d'autres sélections voudront, n'est-ce pas, s'estiper, se cacher, et vivre dans un endroit d'ermitage. Mais si les éléphants ont décidé de vivre en pleine ville, c'est qu'ils ont aussi leurs arguments. Est-ce que cela ne va pas perturber les éléphants, des Ivoiriens qui voudront rôder autour de la résidence? Ben écoutez, la Côte d'Ivoire, l'expérience est requise pour aussi bien maîtriser son environnement. Donc, il y aura des personnes ressources dignes de pouvoir gérer, n'est-ce pas, la sécurité environnementale, la sécurité des joueurs même. Peut-être qu'ils voudront certainement des quartiers libres sur des jours, mais ça ne va pas s'allonger au point de, n'est-ce pas, faire peser pas mal de situations sur le mental, le physique des joueurs par l'entremise des rencontres familiales, etc. Mais je pense qu'ils ont déjà pris tous les garde-fous et ils pourront, n'est-ce pas, s'y atteler. Vous parliez tantôt de Gervinho. Et là, l'élément nous montre Nicolas Pepe blessé. Est-ce qu'il va manquer à la CAN? Ben, ça m'inspire. Déjà, Nicolas Pepe blessé, il reviendra certainement. Son club prévoit 3 semaines, mais son retour sera très court parce que la remise en question au plan physique, mental, etc. va prendre du temps, donc il est fort clos pour la CAN. Mais je ne crois pas qu'il puisse revenir. Je ne crois pas qu'il puisse revenir. Et l'entraîneur a sa petite idée de pouvoir le remplacer. Ils se sont déjà préparés un plan B. Et le plan B, je pense qu'il sera solvable pour les éléphants. Alors, le plan B sera solvable pour les éléphants. Jean-Cy Adepo, est-ce qu'avec vous, vous avez quelques informations, quelques biscuits autour de l'organisation? Ben, merci à vous, Ange Kouadio. J'ai déjà un point focal à Korogo qui m'a dit que depuis, je crois, 2 samedis, le COCAN rencontre les différents volontaires pour pouvoir les mettre dans la situation d'une journée de CAN et en même temps rencontrer aussi les restaurateurs et même les hôteliers. Et je pense que le COCAN est en train de faire un travail énorme à Korogo, j'y étais. Et j'ai aussi quelques bribes d'informations sur, comment on appelle ça, Boaké. Il paraît que les équipes qui ont décidé qui seront logées à Boaké et qui vont disputer leur match à Boaké en sont fiers parce qu'ils se disent que c'est le cœur de la Côte d'Ivoire et le cœur de la Côte d'Ivoire regorge pas mal de peuples. Donc ils seront servis. Merci pour toutes ces informations précieuses que vous nous livrez en ce jour. Alors Jean-Cy Adepo, nous sommes au thème de ce rendez-vous, ce 2e numéro d'Aqua-CAN. Votre mot de fin? Déjà, je voudrais remercier toute la haute direction, n'est-ce pas, de cette équipe-là, de l'occasion dont vous m'avez fait part. J'en suis fier parce que la CAN, c'est la 2e du genre, donc la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Et je dis vivement merci à la haute direction de votre organe. Je dis merci aussi à toute l'équipe dirigeante qui a beaucoup fait. Et je pense que ces initiatives, n'est-ce pas, sont solvables et puis surtout qui apporteront un peu plus au niveau des informations à tous les téléspectateurs, surtout au peuple ivoirien. Donc je vous encourage en cela. Et je tiens à vous dire également merci pour tout ce que vous continuez de faire pour, n'est-ce pas, l'avancée de cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et je tiens encore à remercier tous les téléspectateurs fidèles à votre émission Aquacan, qui est la bienvenue. Merci Jean-Cy Adepo d'être passé sur notre plateau. On espère vous retrouver pour un prochain numéro. Tout le plaisir pour moi, monsieur Ange Kouadio. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce 2e numéro de votre émission Aquacan. J'ai été heureux d'être en votre agréable compagnie. Rendez-vous vendredi prochain, même heure, 18h. Au revoir.